Salut à tous et bienvenue dans une petite page pour la route, numéro 2. Aujourd'hui on va parler d'aventure, d'horreur, de mystère, dans 3 livres d'auteurs différents mais inscrits dans un univers commun. Et on commence tout de suite avec les aventures d'Arthur Gordon Pym, publiées en 1838 sous le titre original The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, et qui a été traduit de l'anglais par Charles Baudelaire. Classe. Edgar Allan Poe est un Américain né en 1809 et mort en 1849 à l'âge de 40 ans. On peut dire de lui qu'il est un touche-à-tout de la littérature. En effet, on peut lui attribuer les talents de poète, romancier, dramaturge, nouvelliste ou encore critique littéraire. Il excelle tout particulièrement dans le genre fantastique ou encore dans la science-fiction, pour lesquels il fait partie des précurseurs. On lui attribue même la création du polar. Arthur Gordon Pym, un jeune américain de Nantucket, rêve d'aventure. Et il satisfait ce besoin en écoutant les récits de son ami Auguste, qui se plaît à lui raconter les récits de son père marin. Mais sa passion pour la Grande Bleue va s'accroître après sa première et désastreuse sortie en mer, dans laquelle il faillit perdre la vie. Quelque temps plus tard, un chantier de réparation d'un baleinier débuta dans sa ville, et il décida qu'il sera membre de l'équipage, et ce, même contre l'avis négatif de sa famille. « Non, fils, tu n'iras pas en mer !» Fort heureusement, Auguste se fit enrôler et aménagea une petite cage dans la cale, où Arthur pourrait se cacher clandestinement et ressortir quelques jours plus tard, au moment où le bateau serait trop loin pour faire demi-tour. Autant dire que rien ne se passa comme prévu. À sa sortie, le livre est présenté comme un récit de première main écrit sous la forme d'un carnet de bord par Arthur Gordon Pym lui-même et seulement retravaillé par Edgar Poe pour que le récit soit un peu plus romancé. Cette manière de procéder peut en partie expliquer le mauvais accueil du public et de la critique. En effet, cette histoire étant présentée comme vraie, les spécialistes de la navigation et des zones polaires se sont empressés de pointer du doigt les incohérences du récit au niveau géographique de cette zone peu connue à l'époque, poussant Edgar Poe à dévoiler la supercherie. Dégoûté, Poe décide de ne plus écrire aucun roman pour se consacrer pleinement au format qui lui réussit le mieux, la nouvelle. Mais ce mauvais accueil ne signifie pas que le livre est mauvais, loin de là. Malgré ces quelques incohérences, il ne peut pas nous laisser indifférents. Poe y montre toute son habileté pour jouer avec les émotions du lecteur. On arrive vraiment à ressentir une véritable claustrophobie ou une véritable angoisse. On peut aussi y voir une tentative pour explorer les limites du corps humain. Quels sont les sévices qu'il peut endurer, que ce soit au niveau physique ou psychologique? Quelles sont les horreurs que l'on peut subir avant de se laisser aller à la mort? Quelles sont les décisions et les sacrifices qu'on est prêt à faire pour survivre? Cette histoire a un petit point négatif. Dans un souci de réalisme, Edgar Poe nous sert 3-4 chapitres avec un récit extrêmement détaillé avec des coordonnées géographiques précises, ce qui peut vite se révéler lourd si on n'est pas cartographe ou marin. Le Sphinx des Glaces, publié de janvier à décembre 1897 dans la revue littéraire, le magasin de création et de récréation. Il est ensuite publié dans sa version complète aux éditions Hetzel en novembre de la même année. Il est aussi illustré par Georges Roux. Jules Verne est un romancier français spécialisé dans les romans d'aventure, d'anticipation et de science-fiction dont il fait partie des pionniers. Il naît en 1868 et décède en 1905. Aujourd'hui, sa notoriété est telle qu'il fait partie des auteurs les plus traduits au monde, juste derrière Agatha Christie. Jorling est un minéralogiste américain qui parcourt l'hémisphère sud en quête de connaissances. Son périple l'a mené aux îles Kerguelen, sur laquelle il a passé la totalité de la saison hivernale. C'est donc avec impatience qu'il attend l'arrivée d'un navire qui pourrait le ramener dans le Connecticut. Le premier navire à faire son apparition est une goélette de commerce anglaise, l'Albarn, commandée par le capitaine Lengai. Jorling demanda au capitaine s'il pouvait embarquer sur le navire en qualité de passager, mais se heurta à un refus catégorique. Monsieur, je peux monter s'il vous plaît? Non! Un refus qui fut vite oublié après une étrange conversation entre les deux hommes au sujet d'un livre d'Edgar Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Récit que le capitaine Lengai prend pour véridique. En effet, il prétend que le capitaine de la Jeanne, le deuxième navire utilisé par Gordon Pym, se trouve être William Guy, son frère. À ce moment, Jorling pense que le capitaine de l'Albarn est complètement givré. Mais le hasard est souvent bien fait et il met sur la route de la goélette un iceberg contenant un corps qui se trouve être Patterson, le second de la Jeanne que Lengai a personnellement connu. En fouillant dans les poches de Patterson, il découvre un carnet de bord détrempé dans lequel on apprend que le capitaine William Guy et 6 membres d'équipage
ont survécu et attendent qu'on vienne les chercher depuis 11 ans. 11 ans. La décision fut prise en un instant. Après avoir correctement préparé l'Albarn, le capitaine Lengai, son équipage et son passager décident de partir au secours des survivants de la Jeanne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jules Verne est un grand admirateur d'Edgar Poe. C'est tout naturellement, au vu de la fin des plus frustrantes des aventures d'Arthur Gordon Pym, que Jules Verne décida d'inventer une suite possible. Mais contrairement à Poe, Verne s'efforce de ramener une rationalité dans le récit de Pym. Même si le Sphinx des Glaces fait plutôt bien le travail, on est clairement là face à un roman qui n'est pas le meilleur de Jules Verne, mais qui malgré tout a son petit lot de rebondissements. Ce roman met en avant une relation familiale et plus particulièrement fraternelle. L'histoire nous montre jusqu'où les liens du sang peuvent nous mener. Le capitaine Guy va constamment être tiraillé entre l'envie irrépressible de retrouver son frère et le besoin urgent de ménager son équipage afin d'éviter une mutinerie. Pour en finir sur ce livre, je dirais qu'il s'agit plus d'un roman d'exploration que d'un roman d'aventure. Les personnes qui s'intéressent à la navigation pourraient avoir un bon aperçu de ce qu'était la vie en mer au XIXe siècle. Pour ce troisième livre, je vais vous parler des Montagnes hallucinées, écrit en 1931 et publié en 1936 dans le Analog Science Fiction and Fact sous le titre original At the Mountain of Madness. Howard Philip Lovecraft, né en 1890 et mort en 1937. Il est considéré comme étant l'un des grands maîtres du genre fantastique et de l'épouvante. On peut le qualifier de surdoué car il écrit ses premiers poèmes à 6 ans et à 13 ans sa première nouvelle fantastique. L'action se passe en Antarctique. Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid? Voilà. Le narrateur est un géologue de l'université américaine de Miskatonic, Massachusetts. Il décide de stopper l'expédition Starkweather and Moore en racontant sa propre expérience dans les terres gelées du pôle et de l'horreur et de l'étrangeté des événements qu'il a vécu quelque temps plus tôt lors de l'expédition Miskatonic, du même nom que l'université. Le but de cette expédition était de trouver des traces fossiles dans le sous-sol du continent gelé. Après quelques recherches, des traces de vie préhistorique furent découvertes ainsi qu'une étrange trace triangulaire et striée. Un biologiste répondant au nom de Lake trouva ces traces fossiles fort intéressantes et soupçonna qu'elles appartenaient à une créature beaucoup plus massive et assista tout naturellement pour aller faire des recherches plus avant dans les terres du pôle. 2 avions furent mis à sa disposition et lui permirent de collecter à plusieurs endroits le même fossile triangulaire. Après une violente tempête, un des 2 avions fut endommagé et fut contraint de se poser afin de réparer. Un camp fut établi et durant les réparations, Lake ordonna que des fouilles soient pratiquées tout autour de celui-ci. Une fois le beau temps revenu, Lake emprunta le 2e avion et décida de faire une reconnaissance aérienne. Il découvrit à sa grande stupeur une chaîne de montagnes qu'il estima plus haute que l'Himalaya. Ici nous faisons face à une nouvelle fantastique et de science-fiction. Et si je devais la résumer en un mot, ça serait frustrante. Énormément de questions sont soulevées et finalement, très peu de réponses. Certaines intrigues sont un peu téléphonées, c'est peut-être dû au fait qu'il s'agit d'un compte-rendu de mission et que le narrateur a un mal fou à cracher le morceau. Il fait un grand nombre d'allers-retours et suggère de manière un peu insistante certains faits, ce qui a pour effet de faire en sorte que la révélation finale, qui se veut détonnante, est finalement un pétard mouillé. Finalement, tout l'intérêt de cette histoire réside dans 2 chapitres, un au début et un à la fin, et malheureusement ces 2 chapitres n'apportent pas forcément de réponse ou très peu. D'où l'effet de frustration et que cette nouvelle est un tout petit rouage dans l'immense univers de Lovecraft. Lovecraft fait d'ailleurs plusieurs fois appel à cet univers qui l'entoure et qui mêle des personnages et des lieux réels et fictifs. Au niveau du réel, on trouve l'état du Massachusetts ou encore des lieux géographiques bien précis dans l'Antarctique. Lovecraft fait aussi référence au peintre Nicolas Roerich, dont il invite le lecteur à imaginer les décors de l'Antarctique comme l'une de ses peintures. On y retrouve aussi énormément de références à son univers fictif, avec ses lieux, comme la Miskatonic University qui se trouve dans la ville d'Arkham. Ce qu'il faut savoir sur cette ville, c'est qu'en plus de son université, elle a aussi un asile. Et ouais, il s'agit de la référence principale pour l'asile d'Arkham de l'univers de Batman. Lovecraft fait aussi appel à son bestiaire fantastique, le recueil des horreurs du monde, le terrible Necronomicon. À moins que ça soit Con. Je sais pas, bonne question. En guise de conclusion, je pourrais dire qu'avec son histoire qui finit en queue de poisson, Poe a stimulé l'imagination d'un grand nombre de grands auteurs.
Que ce soit Jules Verne qui imagine carrément une suite à l'histoire, ou Lovecraft qui utilise des éléments narratifs des aventures d'Arthur Gordon Pym pour pouvoir soutenir sa propre narration. On dit aussi de Melville que son grand roman Moby Dick trouve son inspiration chez Poe au vu des nombreuses similitudes qui pourraient relever du miracle littéraire s'il n'avait pas été inspiré. H.P. Lovecraft, avec ses montagnes hallucinées qui s'inscrivent dans une mythologie créée par ses soins, le mythe de Cthulhu, voit une partie de son œuvre retranscrite en jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, dont l'un des scénarios consiste à suivre l'histoire d'un groupe de personnes qui découvrent les 4 derniers chapitres des aventures d'Arthur Gordon Pym. Et on arrive tout doucement à la fin de cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager ou à laisser un petit commentaire dans l'espace prévu à cet effet. D'ici à la prochaine fois, je te souhaite plein de bonnes lectures et surtout n'oublie pas, abonne-toi.